Pas de nouvelles cette semaine concernant la plus grosse fusée du monde. Le Starship Super Heavy de SpaceX tentera un décollage dans les prochains jours et il restait encore un élément installé avant le vol, une partie explosive. Oui, le système de terminaison de vol, la dernière étape avant un assemblage final. Eh bien, mes amis, les ouvriers n'ont pas perdu de temps et se sont dirigés directement vers les points d'installation désignés sur le Booster 9 et Ship 25. Et comme nous pouvons le voir, il n'était pas installé à l'ancien emplacement juste au niveau du dôme commun, mais plutôt dans le nouvel emplacement sur le réservoir de méthane. Et une fois que tout a été fait, ils ont été à nouveau entièrement scellés. Et le Ship 25 et le Booster 9 ont été par la suite assemblés en un temps record, en un peu plus de 30 minutes. Bref, il nous manque une licence, probablement déjà délivrée, mais pas annoncée. Et quoi qu'il en soit, c'est le compte à rebours final. Et pourquoi pas vendredi le 17 novembre? Bienvenue dans votre Actualité spatiale. All engine running. Let's go. Autopilot activated. Êtes-vous prêts pour le deuxième vol du Starship Super Heavy de SpaceX? Parce qu'on parlera plus de semaines, mais de jours. Ou d'heures. Ouais, ou d'heures. En début de semaine, 3 fermetures de route ont fait leur apparition et quelques jours plus tard, un NOTAM est apparu sur le site web de la FAA basé au Mexique. Puis en passant, un NOTAM, c'est un message publié par les agences gouvernementales de contrôle de la navigation aérienne dans le but d'informer les pilotes d'évolution sur les infrastructures. Et les NOTAM, du côté aviation, on en a à chaque vol, là. Une nouvelle tour, une lumière qui fonctionne pas, une piste fermée, c'est comme ça. Et celui-ci se déroule du 13 novembre au 18 et dure chaque jour de 7h à 9h39, heure de Boca Chica. Et on dirait bien, mes amis, que c'est la carte du premier lancement qui a été copiée-collée. Regardez ça. 2 avions navigateurs ont également été envoyés. Il y en a un pour le Golfe du Mexique, pour le fameux duo, et un autre pour Hawaï, le retour du Ship 25. Parce que le décollage est de Boca Chica, mais le retour du Starship, lui, il est du côté d'Hawaï. Et selon les rumeurs de terrain presque fondées, le deuxième lancement serait vendredi le 17 novembre au plus tôt. N'oubliez pas que cette date, c'est loin d'être précis. Il y a toutes sortes de facteurs qui pourraient l'influencer, comme le moment où SpaceX doit recevoir son approbation réglementaire finale. Quoi qu'ils ne la donneront probablement pas longtemps avant le lancement, pour pas que vous savez qui se pointe sur l'aire de lancement avec des pancartes. Mais pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que la météo s'annonce parfaite pour vendredi. Espérons que ça ne changera pas. Et le prochain chapitre, on va parler du fameux lancement. Nous allons voir bientôt cette énorme fusée prendre son envol pour son deuxième vol. Puis je vous cacherai pas qu'il va y avoir plusieurs phases importantes tout au long du vol. Tout d'abord, remarquez Max Q. Ça, c'est le moment de contrainte mécanique maximale qui est à 52 secondes. Puis ça, c'est environ 20 secondes plus tôt qu'un vol normal de Falcon. Probablement que leur intention, c'est d'accélérer avec une poussée plus élevée, ce qui permettra d'atteindre ce moment plus tôt. Et nous avons ensuite le Booster MECO. Booster MECO. C'est génial comme nom. Et la plupart des moteurs sont coupés à ce moment-là. Le nouveau système de séparation à chaud laissera quelques moteurs fonctionner à une poussée minimale. Donc, un temps de vol légèrement plus long avant que le booster ne commence à revenir. Et il y a maintenant 12 secondes entre cet événement de séparation et le démarrage des moteurs pour le booster. Puis le reste des moteurs démarrera à plein régime pour propulser le booster sur sa trajectoire de retour. Puis il s'agit également d'une longue combustion de boost back d'environ 54 secondes. Et désormais, mes amis, il n'y a plus d'allumage d'entrée, ce qui a toujours été le plan pour le projet. Au lieu de ça, il va rentrer dans l'atmosphère à la vitesse à laquelle il se trouve à ce moment-là. Bref, ça sera pas comme la Falcon 9. Donc, n'oubliez pas que le booster puis le Starship va revenir, mais il y en a un qui s'en va en orbite avant, puis lui, le fameux booster, lui, il va revenir. Bref, nous allons seulement voir les moteurs se rallumer pour l'atterrissage à 6 minutes 30 secondes. À peine 18 secondes plus tard, c'est le fameux touchdown sur la cible.
Et si tout se passe bien, le booster s'écrasera dans l'océan. Mais pourquoi vont-ils perdre volontairement le booster au lieu d'essayer une récupération? C'est qu'ils doivent tester complètement tous les contrôles après leur rentrée pour s'assurer qu'ils peuvent bien le contrôler. Ça serait vraiment pas une bonne idée de déplacer cet énorme booster juste à côté de tous les équipements. N'oubliez pas que les premières récupérations des boosters de Falcon 9, c'était pas évident. Et du côté du Starship, le moteur fonctionnera encore pendant environ 100 secondes avant d'être sur le point de circulariser sa trajectoire en orbite autour de la Terre. Et par la suite, il nous restera plus qu'à attendre T plus 1 heure et 17 minutes. Le vaisseau rentrera, testera les milliers de dalles du bouclier thermique, espérons-le intact, et s'abattra directement sur une cible prédéfinie quelque part près d'Hawaï. Et ce sera probablement un impact en position ventre-flop à la vitesse terminale, car comme dans le premier plan de vol, il n'y a aucune mention d'un retournement du ship ou de l'allumage de moteur. Et ça, c'est assez particulier parce que, contrairement au booster, il pourrait très bien tester les systèmes pour l'atterrissage. Bref, une mission complètement réussie, ça serait vraiment une surprise. Mais vaut mieux être positif et d'avoir tort que d'être négatif et d'avoir raison. Mais alors, tout fonctionnera. Pourquoi pas que la force soit avec eux. Hi, this is Tori. Veuillez appuyer sur le bouton d'autodestruction. Dans les derniers jours, l'ESA a publié les premières images en couleur. En couleur, oui, du télescope spatial Euclide. Cette semaine, nous avons découvert des images haute résolution visibles et infrarouges. Euclide peut effectuer un seul balayage avec des détails d'une netteté incroyable. Ce télescope permettra à l'ESA de fournir une incroyable carte 3D de l'univers et de plonger en profondeur dans les domaines complexes de la matière noire et de l'énergie noire. Et dans cette image, nous pouvons apercevoir plus de 100 000 galaxies. Il s'agit de l'observation par Euclide de l'amas de galaxies de Persée qui est situé à environ 240 millions d'années-lumière de nous. Et il y a environ 1000 galaxies devant qui appartiennent en réalité à l'amas de Persée lui-même, puis beaucoup plus loin en arrière, plus de 100 000 galaxies. Et chacune d'elles représentait des centaines de milliards d'étoiles. Et c'est assez difficile de ne pas croire qu'il y a de la vie ailleurs. C'est vrai. Cette image plus ancienne avait pris 270 heures d'observation au télescope à rayon X Chandra, puis aujourd'hui, ça prend seulement 1 heure à Euclide. Et ce qui le rend vraiment fascinant, c'est sa capacité à dévoiler des objets auparavant cachés tels que de faibles galaxies. Et en scrutant profondément l'amas de Persée, les lentilles d'Euclide ont capturé la lueur des galaxies naines jamais vues auparavant. Et celles-ci sont beaucoup plus faibles, dominées par des étoiles plus anciennes émettant de la lumière infrarouge. Et par la suite, une galaxie cachée située à environ 11 millions d'années-lumière nous a été présentée. Et elle a été très difficile à observer auparavant parce qu'elle se trouve de l'autre côté de notre disque galactique. Imaginez. Et toute la matière et la poussière qui nous séparent obscurcissent notre vision. Et en utilisant son instrument proche infrarouge, il peut voir à travers la poussière. Et ici, sur cette photo, il s'agit d'une ancienne galaxie naine irrégulière située seulement à 1,6 million d'années-lumière de la Terre. Et celle-ci fait partie du groupe local de la Voie lactée. Et Euclide l'a dévoilé dans ce superbe portrait grandeur nature. Et apparemment, cette galaxie ne semble contenir que des traces d'éléments autres que l'hydrogène et l'hélium, et donc très similaire aux galaxies qui avaient existé très tôt dans l'univers. Euclide a également rencontré un amas globulaire situé à seulement 7800 années-lumière. Ces amas abritent des centaines de milliers d'étoiles. Et ici, nous apercevons la pouponnière d'étoiles géantes la plus proche de la Terre. Probablement l'une des régions nébuleuses les plus photographiées du ciel nocturne. La fameuse nébuleuse La Tête de Cheval. Et la vue spectaculaire est inondée d'étoiles, de planètes, d'étoiles naines brunes et de tous les autres objets célestes qui se forment tout autour sur cette seule image. Bref, Euclide a trouvé clairement la bonne façon de nous faire vivre un voyage cosmique.
En début de semaine, nous apprenions que le X-37B se préparait pour une nouvelle mission dans l'espace. La navette spatiale miniaturisée des États-Unis, ou si vous préférez le drone X-37B inhabité... Attends une seconde. On fait la paix. Non, il n'y a personne dedans. Elle se prépare pour un vol de longue durée cette fois-ci. Présentement, il y a 2 X-37B qui seraient actuellement en service. Puis à eux deux, comme le montre ce tableau, eh bien, ils ont effectué un total de 6 missions. C'est pas rien ça, on n'a pas entendu parler beaucoup, ces militaires quand même. Et le 7e vol servira, en plus des expériences et validations, à mettre en orbite des petits satellites et peut-être même d'en récupérer un. Et il va également effectuer des manœuvres inédites. Et pour ce qui est de la durée, eh bien, le voyage est très, mais très long. Et au départ, c'était 908 jours et cette fois-ci, ils vont essayer de dépasser 1000 jours, c'est pas rien. Et le vol est prévu le 7 décembre à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX. Et cette 7e mission va utiliser le véhicule dans de nouveaux régimes orbitaux. Les améliorations de la manœuvrabilité du véhicule permettront d'explorer des trajectoires et des changements d'orbite. Puis c'est avec l'utilisation d'un module de service déjà testé lors de la mission précédente que les nouvelles capacités de vol seront obtenues. Et avec ce module, eh bien, le X-37B devient une plateforme d'expérimentation plus élaborée, capable de rester en orbite encore plus longtemps. Et le 7e vol prévoit de nouvelles expériences exposant des graines et des matériaux au rayonnement spatiaux. Et donc, malgré cette provenance, on va se le dire, militaire, nous pouvons affirmer que cette mini-navette sert principalement de banc d'essai en orbite. Mais qu'est-ce qui justifie de rester de plus en plus longtemps en orbite, mission après mission? On ne sait pas, mais pour toi, mini-moi, tu peux aller faire un tour dans l'espace si ça te tente avec Rocket Lab. Et absolument parce que Rocket Lab a annoncé une nouvelle mission, un drone hypersonique imprimé en 3D construit par la société australienne Hypersonics. Et la mission est prévue en 2025. Tu vas avoir du temps pour te préparer. Tu vas adorer, suis-moi, mini-moi. Je vais menacer un des grands dirigeants de la Terre. Bon, je suis d'accord que ça manque un petit peu d'originalité, mais... SpaceX a lancé une mission Cargo Dragon en direction de l'ISS la semaine dernière, le 9 novembre, alors qu'ils sont en train de compléter les travaux sur une plateforme voisine pour soutenir les missions d'équipage et de frais. Une fusée Falcon 9 a décollé du complexe 39A et a placé un vaisseau spatial Cargo Dragon en orbite dans le cadre de la mission CRS-29. Et Dragon, eh bien, il transportait 2950 kg. Et ça, c'était du frais et ça comprenait une démonstration de communication laser appelée Illuma-T qui fournira des communications à large bande passante via la charge utile de démonstration de relais de communication laser sur le satellite STP-SAT-6 en orbite géostationnaire. Et l'expérience sur les zones atmosphériques est également présente sur Dragon qui étudiera les phénomènes appelés ondes de gravité dans la haute atmosphère terrestre, y compris leur lien avec la météorologie spatiale. Et le vaisseau spatial transportait d'autres fournitures, expériences et matériel pour la station et son équipage. Et oui, parmi eux se trouvait un sac à outils destiné à remplacer celui qui s'est envolé lors d'une sortie dans l'espace le 1er novembre des astronautes de la NASA. Le sac perdu lors de la sortie dans l'espace contenait à l'intérieur des équipements auxiliaires comme des attaches et des prises. Et la NASA enquête toujours sur la manière dont le sac s'est envolé. Maintenant, revenons sur les pads de lancement des missions de SpaceX en Floride. Le lancement du Cargo Dragon la semaine dernière vers l'ISS, comme d'autres lancements de la version actuelle du Dragon transportant l'équipage et le fret, a eu lieu depuis le LC-39A. Et SpaceX, pendant, est en train de terminer une tour au Space Launch Complex 40, qui est juste à proximité, et qui est conçu pour permettre son utilisation pour les missions Dragon. Les ouvriers ont récemment installé le bras d'accès pour l'équipage, l'un des derniers composants majeurs de la tour, et le fait de pouvoir décoller du pad 40, mais ça c'est une très bonne chose pour les vols Dragon, cargo ou habités. Et pouvoir bénéficier du support SLC 40, mais ça servira de soupape de sécurité pour un manifeste lourd de mission utilisant le LC-39A, qui est également utilisé pour les lancements de Falcon Heavy. Et là, ça semble un peu mélangeant, mais j'ai décidé de vous présenter la carte du plan du site pour vous aider à comprendre
Et lorsque nous regardons cette carte, c'est de toute beauté parce qu'on voit en haut à droite le LC-39B. Et le LC-39B, c'est là que la NASA fait décoller la merveilleuse fusée Céleste. Ben oui, c'est elle qui va apporter les astronautes en orbite et même sur la Lune, là. Et par la suite, juste en dessous, c'est le pad LC-39A que j'ai visité quelques fois. Et sur ce pad, vous allez apercevoir les lancements de la Falcon 9 et de la Falcon Heavy de SpaceX. C'est là qu'on commence à parler de SpaceX. Et vous voyez juste là, eh bien, c'est à cet endroit que SpaceX assemble les boosters pour pouvoir les déplacer sur l'aire de lancement LC-39A. Et sur le pad LC-39A, c'est entièrement SpaceX et on va ajouter bientôt le Starship Super Heavy là, sur ce pad. Et pour ce qui est des autres pads utilisés, eh bien, United Launch Alliance, qu'on parle quand même beaucoup, ULA, utilise le pad 41 pour faire décoller justement la fusée Atlas 5. Et juste en dessous, le LC-37, eh bien, c'est la Delta 4, puis Delta 4 Heavy qui va décoller de là. Mais de ce qu'on parle, c'est le LC-40 qui est juste là. Et ce fameux pad LC-40, eh bien, c'est là que ça va se passer pour SpaceX avec la Falcon 9. Donc, si vous faites une petite visite en Floride, bien, vous allez pouvoir faire un beau parcours. Vous le voyez en rouge avec des pointillés. Et c'est ce parcours que j'ai eu le plaisir de faire. Donc, on passe juste à côté des pads de lancement historiques. Et ça vaut vraiment le détour. Je sais que je le dis tout le temps, mais ça vaut vraiment le détour. Et donc, concernant le LC-39A, bien, en plus d'héberger les lancements de Falcon 9 et Falcon Heavy, bien, SpaceX construit une rampe de lancement de Starship au LC-39A. On ne l'oublie pas. Et selon les dernières informations, eh bien, la nouvelle tour du SLC-40 pourrait être utilisée pour la mission d'astronaute privé Axiom 3 vers l'ISS, dont le lancement est prévu début janvier. Et le lancement d'Axiom 3 depuis le SLC-40 permettrait d'utiliser le SLC-39A pour le lancement de la mission d'atterrisseur lunaire IM-1 dès le 12 janvier. Ouais, qui doit être lancé depuis cette plateforme parce qu'elle est configurée pour alimenter l'atterrisseur juste avant le lancement. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le pad 40, ben oui, SpaceX pourra clairement accélérer la cadence. Après le décès la semaine dernière de Ken Mattingly, eh bien, cette semaine, c'était l'heure de dire au revoir à Frank Borman. Frank Borman, qui commandait la première mission en orbite autour de la Lune, est décédé à l'âge de 95 ans. Aujourd'hui, nous nous souvenons de l'un des meilleurs de la NASA. L'astronaute Frank Borman était un véritable héros américain. Parmi ses nombreuses réalisations, il a servi en tant que commandant de la mission Apollo 8, la première mission de l'humanité autour de la Lune en 1968. A déclaré jeudi l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. Et l'équipage d'Apollo 8 avait d'ailleurs littéralement sauvé 1968, cette année traumatisante. Les pertes de la guerre du Vietnam avaient augmenté, le révérend Martin Luther King Jr. et Robert F. Kennedy avaient été assassinés, et les universités étaient en proie à des manifestations anti-guerre et les protestations contre l'injustice raciale et les inégalités économiques faisaient rage. Les astronautes d'Apollo 8 ont été nommés Hommes de l'année par le magazine Time. En plus de son rôle essentiel de commandant de la mission Apollo 8, Frank est un vétéran de Gemini 7, ayant passé 14 jours en orbite terrestre basse et effectué le premier rendez-vous dans l'espace à quelques mètres du vaisseau spatial Gemini 6. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Il aurait sûrement aimé aller sur Mars. Non, pas vraiment, vous allez comprendre. Après sa carrière à la NASA, Frank est devenu président d'Eastern Airlines en 1976, alors que la société était au bord de la faillite. Et sa carrière dans le monde des affaires n'a pas été de tout repos parce que Frank Borman avait persuadé les syndicats de la compagnie aérienne d'accepter un gel des salaires ainsi que le premier plan de participation au bénéfice du secteur. Il a également procédé à de profondes réductions dans les rangs de la direction. Et contrairement aux voitures de luxe privilégiées par nombre de ses prédécesseurs, eh bien lui, il conduisait une vieille Chevrolet jusqu'à son bureau. Eastern, basé à Miami, est devenu rentable à la fin des années 1970, mais a souffert lorsque la déréglementation du transport aérien est entrée en vigueur en 1979, attirant la concurrence de compagnies à bas prix. Mais c'est malheureusement la décision que Frank a pris, dépenser massivement pour moderniser la flotte d'Eastern, qui a accru la pression de la dette et par le fait même fait faillite en janvier 1991. Et malgré toutes ces réalisations, eh bien Frank Borman semblait indifférent à l'expérience du voyage spatial. C'est assez particulier.
J'étais là parce que c'était une bataille de la guerre froide, a-t-il déclaré dans une entrevue en 2018. Je voulais participer à cette aventure américaine de vaincre les Soviétiques. Ben oui, mais c'est la seule chose qui m'a motivé. Et selon Frank, eh bien, il aurait probablement pu marcher sur la Lune lors d'une mission ultérieure, mais il voulait pas. Voyons, je n'aurais pas accepté le risque d'aller ramasser des pierres. Hey, j'aime ma famille plus que tout au monde. Je les aurais jamais soumis à des dangers simplement pour que je sois un explorateur. Voyons. Mais pour aller sur Mars, Frank, t'es n'importe quoi, Nelson. Bref, sans surprise, eh bien, ce fut la vue de la Terre depuis Apollo 8 en 1968 qui a été l'événement le plus impressionnant de sa vie. Je vais me souvenir de cette image jusqu'au jour de ma mort. Avait-il dit, bref, repose en paix, Frank Borman, merci mon ami, on se souviendra de toi. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue dude, that blue, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Saviez-vous que les anneaux de la planète Saturne vont disparaître en 2025? Disparaître? Pas sûr. Saturne est la 6e planète à partir du Soleil. Et après Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Et Saturne est surtout connu pour ses très beaux anneaux épais d'une vingtaine de mètres. Et certains scientifiques croient que ces anneaux de glace sont composés des matières laissées par une de ses premières lunes détruites dans une gigantesque collision avec la jeune planète. Les anneaux de Saturne sont les anneaux planétaires les plus complexes du système solaire. Ils sont pas solides. Chacun d'eux est formé de particules comportant 90% à 95% de glace d'eau. Et la taille de ces particules va du grain de poussière à une boule de neige de 10 mètres de diamètre. Et les anneaux s'étendent jusqu'à 282 000 km de la planète. Et notre Lune est à 380 000 km, juste pour vous donner une idée. C'est quand même éloigné. Là. Et chacun d'eux tourne autour de Saturne à une vitesse différente. C'est ça qui est impressionnant. Mais voilà que les chercheurs nous préviennent que nous devons nous attendre à les voir disparaître d'ici 2025. Mais ne vous en faites pas parce que c'est simplement l'inclinaison de Saturne sur son orbite autour du Soleil qui s'apprête à changer. Mais en gros, les anneaux de Saturne vont être parfaitement alignés avec notre champ de vision. C'est ça l'histoire. Et étant donné que les anneaux de Saturne sont extrêmement minces, on les verra plus. Et donc, pour les astronomes amateurs... Ouais, la position de Saturne dans le ciel fera disparaître ses anneaux. C'est donc le 23 mars 2025 que l'angle d'inclinaison de Saturne tombera à zéro. Puis ça se produit environ tous les 15 ans. Mais de l'autre côté, Saturne nous montrera ses anneaux avec cette belle inclinaison face à nous en 2032. Puis ça va être un spectacle à ne pas manquer. Oui, on va être encore là. 2032 quand même. Et ça complète votre actualité spatiale chaud de la semaine. Merci à tous pour votre grande participation au futur de demain. Et comme disait Eleanor Roosevelt cette semaine, le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Et n'oubliez pas de prendre un peu de temps pour vous. Vous êtes vivant, puis ça, je peux vous dire que c'est tout un privilège. Profitez-en pour faire ce que vous avez envie de faire, parce que le futur, ça commence maintenant. Adios, amigos! Autopilot activated.